Le secret de la mer. Septembre 1955. Le capitaine Serge Maurier et sa femme, Irène, sont allongés dans un transat, sur le pont des premières classes du paquebot Tuléar. Ce paquebot les amène de Madagascar, où ils viennent de passer 2 ans en garnison coloniale. Irène et Serge Maurier transpirent à grosses gouttes. Il ne faudrait pas imaginer cette traversée comme une croisière d'agrément. En 1955, on utilise le bateau parce que l'avion n'est accessible qu'à un petit nombre de privilégiés. Et ce long trajet jusqu'à Marseille, qui s'effectue par l'océan Indien, la mer Rouge, le canal de Suez et la Méditerranée, est très éprouvant. Nous sommes au large de Djibouti. L'équateur est encore proche, et jamais sans doute la chaleur n'a été aussi accablante. Irène et Serge Maurier se sourient pourtant. Depuis 10 ans qu'ils sont mariés, c'est un couple uni. Elle est cultivée, fine, sensible, un peu nerveuse parfois. Lui a les qualités qu'on peut attendre d'un militaire, les pieds sur terre, de l'autorité, de l'équilibre. Bref, ils se complètent et leur entente est matérialisée par 2 garçons, Jean-Pierre, qui a 7 ans, et Michel, 10 mois, qui est né lors de leur séjour dans la Grande Île. Leurs enfants, justement, sont restés dans la cabine. Michel a été laissé dans son berceau. Pas question de l'emmener dehors par cette chaleur. Bien sûr, en cette année 1955, la climatisation n'existe pas sur les navires. Mais le nourrisson a quand même près de lui un ventilateur qui apporte un peu d'air, à défaut de fraîcheur. Quant à Jean-Pierre, il a préféré rester sur sa couchette. Il ne se sent pas bien, il a le mal de mer. Irène Maurier pose la revue d'actualité qu'elle était en train de lire. Je vais aller voir ce que deviennent les enfants. Serge Maurier a un signe de tête approbateur. Allez, je viens avec toi. Le capitaine et sa femme descendent l'escalier. Depuis le couloir, les pleurs de leur bébé sont déjà perceptibles. Quand ils ouvrent la porte de la cabine, ce sont des cris assourdissants qui les accueillent. Irène s'approche du nourrisson et lui passe la main sur le front. Il a chaud. Il est vrai que, malgré le hublot ouvert et le ventilateur qui vrombit près du berceau, il règne une chaleur d'étuve. Irène prépare un biberon d'eau sucrée et prend son fils dans ses bras. Mais celui-ci refuse de boire. Il crie plus fort encore. Il est secoué de sanglots. À présent, ce sont de véritables hurlements qu'il fait entendre. C'est assourdissant. Irène Maurier, qui est à bout elle-même à cause de la canicule, perd patience. « Ah, si tu cries comme ça, on va te passer par le hublot !» La voix de sa mère doit avoir un effet apaisant car le petit Michel se calme et se tait tout à fait. Elle peut enfin lui donner son biberon. Serge Maurier prend la parole avec un rien d'inquiétude. « Tu ne crois pas qu'il faudrait l'emmener chez le médecin du bord ? Nous l'avons déjà vu, c'est normal par ces chaleurs. Beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, c'est la seule chose à faire. » Le biberon terminé, Irène remet l'enfant dans son berceau. « Et moi ? Tu ne t'occupes pas de moi ?» C'est Jean-Pierre, alité dans la couchette d'à côté, qui se manifeste pour la première fois. Irène Maurier va vers lui. « Mais si j'allais venir, j'ai d'abord été voir le plus petit, c'est normal. Comment cela va, mon grand ? » « Tu le sais bien, j'ai le mal de mer. »« Cela va passer. Allez, à tout à l'heure. » Elle lui donne un baiser et il remonte sur le pont. Pour se rafraîchir, les Maurier décident de se rendre à la piscine car le Tuléar, par bonheur, en possède une. Elle est évidemment bondée, mais l'eau leur fait tellement de bien qu'ils y restent plusieurs heures sans se rendre compte du temps qui passe.
Lorsqu'ils regagnent enfin leur cabine, ils ont un soupir et un sourire en arrivant dans le couloir. Le silence règne. Michel s'est endormi. Ils ouvrent la porte et s'immobilisent. Leur bébé n'est plus dans le berceau. Irène se met à crier « Michel, Michel !» C'est alors que s'élève la voix tranquille de Jean-Pierre depuis sa couchette. « J'ai fait ce que tu m'as dit, maman. »« Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que tu as dit. » Il a crié, je l'ai passé par le hublot. Dans la cabine, le temps s'arrête. Les Maurier veulent croire à une plaisanterie de leur aîné. Ils fouillent dans le placard, ils explorent par terre, mais il n'y a rien, et comme à 10 mois, Michel n'a pas pu quitter seul son berceau, Irène regarde le hublot d'où s'engouffre un air brûlant, et par lequel on entend le bruit des flots. Elle s'évanouit. Les moments qui suivent sont dramatiques. Le capitaine du Tuléar est alerté, c'est le branle-bas de combat. L'équipage fait des recherches dans tout le navire. Les passagers lui prêtent main forte, mais le nourrisson est introuvable. Il faut bien se résoudre à admettre l'horrible vérité. Son frère l'a jeté à la mer. Irène Maurier est transportée à l'infirmerie dans un profond état de choc. Elle y reste jusqu'à l'arrivée à Marseille. Jean-Pierre, de son côté, est confié à son père, lui aussi profondément traumatisé. Ils s'occupent tous deux dans leur cabine, où ils étaient 4, si peu de temps auparavant. L'enfant ne cesse de répéter entre 2 crises de larmes « Ce n'est pas ma faute, papa, c'est maman qui me l'a dit !» À Marseille, c'est le commissaire du port qui se voit chargé de ce cas sans précédent. Le bébé a bel et bien défenestré par le hublot. Mais un enfant de 7 ans n'est finalement pas pénalement responsable. Alors le laisser à ses parents ? Il ne peut s'y résoudre. La mère est encore gravement déprimée. Le père a l'air complètement perturbé. Il lui semble évident que, dans l'intérêt de Jean-Pierre, il faut l'isoler. Donc il sera confié à une institution appropriée en attendant que le juge pour enfants décide d'une mesure. C'est une fois arrivés dans leur appartement parisien, alors que leur fils est resté dans un home d'enfants du Midi, sur décision donc du commissaire, que Serge et Irène Maurier parlent pour la première fois du drame. Et leur discussion prend aussitôt un tour extrêmement violent, car l'un et l'autre n'ont cessé de penser, et ils sont arrivés à des conclusions diamétralement opposées. C'est Serge Maurier qui attaque le premier. « Pendant tout le temps que tu étais à l'infirmerie, Jean-Pierre n'a fait que me répéter « J'ai fait ce que tu avais dit, maman, c'est la faute de maman !» Et il avait raison, tout vient de ton inconscience monstrueuse. Je donnerai toute ma vie pour ne pas avoir dit cela. Ben c'est trop tard. C'est toi qui as provoqué le geste de cet enfant. La criminelle, c'est toi. Non, Serge. Comment ? Serge, le criminel, c'est lui. Je reconnais que ce que j'ai dit est irresponsable, était fou. Mais il en a profité. Qu'est-ce que tu dis ? Il n'avait jamais accepté la naissance de Michel. Il attendait une occasion. Il s'est servi de ma phrase inconsciente pour assassiner ce frère qu'il haïssait. Pour toute réponse, Irène reçoit une formidable gifle de son mari. Mais cela ne lui fait pas baisser le ton. Je ne veux plus le voir, Serge. Il me fait horreur. C'est ton fils. Non, c'est le meurtrier de mon fils. Si tu ne veux plus le voir, tu ne me verras plus non plus. Comme tu veux, divorçons. Et c'est bien ce qui se produit. Serge continuant à accuser sa femme et Irène son fils, les Maurier vont jusqu'au divorce. La séparation est prononcée au tort réciproque des époux, mais la grande question est bien entendu la garde de l'enfant. Il n'est pas possible de le confier à Irène,
D'ailleurs, elle n'en veut pas. Serge aurait bien accepté, mais sa profession rend la chose impossible. Sa prochaine affectation est en Algérie en pleine guerre. Alors le juge des divorces, en accord avec le juge pour enfants, remet Jean-Pierre Maurier à ses grands-parents paternels qui habitent la Bretagne, avec droit de visite pour le père et la mère. Irène Maurier ne l'exercera jamais. Elle ne veut plus voir Jean-Pierre et elle tient parole. Serge Maurier ne viendra jamais non plus, mais pour une autre raison. Il est tué dans un attentat peu après son arrivée à Alger. À 8 ans tout juste, Jean-Pierre Maurier se retrouve donc quasi orphelin et tous les efforts de ses grands-parents n'y font rien. De sombre qu'il était, il devient renfermé, plus violent. Il faut le retirer de l'école primaire qu'il fréquentait pour le confier à un établissement d'éducation spécialisée. Il ne revient chez ses grands-parents que pour les vacances. Un jour d'été triste et venteux, alors que Jean-Pierre avait 13 ans, monsieur et madame Maurier, père et mère, ont découvert qu'il n'était pas dans la maison. Pris d'un terrible pressentiment, ils ont couru sur la plage. Là, ils ont trouvé ses vêtements bien rangés sous la pluie. Mais pas de Jean-Pierre. Les secours, aussitôt alertés, ont exploré les environs pendant une semaine entière sans pouvoir retrouver son corps. Sous son oreiller, il avait laissé un mot laconique. « Je vais rejoindre Michel. » C'était tout. Il ne disait pas s'il n'avait pas pu supporter le remords de son crime ou l'injuste accusation de sa mère. Ce qui est, c'est sûr que c'est un point d'interrogation qui termine ce drame. Qui de Serge ou d'Irène Maurier avait raison? Est-ce qu'un enfant naïf avait agi à cause d'une phrase stupide? Ou au contraire, est-ce qu'un petit monstre machiavélique avait froidement tiré parti des circonstances? Les vagues, en engloutissant Jean-Pierre, ont laissé la question sans réponse. Deux frères reposent, l'un et l'autre, dans la mer. L'un dans les fléaux brumeux de la Bretagne, l'autre dans les eaux brûlantes de la mer Rouge. Deux innocents. Bien, un meurtrier et sa victime, nul ne le sait. C'est le secret de la mer.